Imaginez que vous êtes confronté à une décision impossible, un choix qu'aucun être humain ne devrait jamais faire. Vendriez-vous vos propres enfants par désespoir? Que feriez-vous si la pauvreté vous accablait, vous et vos bébés, ces petits anges d'1 an, aviez faim, froid et que vous n'en pouviez plus? Aujourd'hui, dans Historia del Blanco, nous vous proposons une histoire si émouvante, si intense, qu'elle changera votre vision de la vie. Restez jusqu'au bout, car la révélation des dernières minutes est la plus bouleversante. Je vous promets que vous ressentirez cette histoire vraie et puissante au plus profond de votre cœur. Avant de continuer, abonnez-vous à cette chaîne, Historia del Blanco, aimez, commentez et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de retrouver la foi en l'humanité. Et si vous êtes déjà ici, commentez, je m'engage pour la vérité et pour toujours être une meilleure personne, ou dites-moi de quelle ville vous regardez cette vidéo. Je vous lirai. Maintenant, prenez une grande inspiration, car ce que vous êtes sur le point d'entendre touchera votre âme. Élodie n'avait que 21 ans lorsque la vie la frappa plus durement qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle était tombée enceinte de jumeaux après une brève relation avec Julien, un jeune homme qui disparut dès qu'il apprit qu'elle attendait un enfant ou plutôt 2. Élodie vivait dans une vieille maison, sans fenêtre décente, avec un toit qui fuyait et des murs humides. Sa mère était morte 1 an plus tôt, et son père, alcoolique, était parti sans laisser de traces. Elle était seule, complètement seule, sa seule compagnie était ses 2 jolies petites filles aux cheveux blonds et aux yeux bleu ciel, qui semblaient tout droit sortis d'un conte de fées. Elles étaient le plus beau cadeau et, en même temps, le plus lourd fardeau qu'Élodie ait jamais eu à porter. Elle n'avait pas d'emploi stable, et le peu qu'elle gagnait en lavant le linge des autres et en faisant le ménage ne suffisait pas à acheter du lait ou des couches. Elles dormaient toutes les 3 dans un lit de fortune fait de vieilles couvertures, et l'estomac d'Élodie gargouillait souvent en silence en regardant ses filles dormir. Elle leur chantait pour qu'elles ne remarquent pas sa faim, et pleurait quand elle fermait les yeux. Par un matin pluvieux d'hiver, Élodie partit chercher de l'aide dans une paroisse, ses bébés dans les bras, recouverts d'un drap rapiécé. Elle ne demandait plus de nourriture pour elle-même, elle voulait juste quelque chose pour eux. C'est alors que le destin la réunit avec Isabelle Montenegro. Isabelle sortit de sa luxueuse voiture noire, portant des lunettes de soleil et un long manteau. C'était une femme d'une 40aine d'années, élégante, sûre d'elle, au regard pénétrant et aux manières froides. Voyant Élodie assise sur le trottoir, ses 2 filles dans les bras, il s'arrêta, les observa attentivement et sourit pour la première fois depuis des années. Il s'approcha lentement et, à voix basse, dit « Ils sont parfaits ». Élodie ne comprenait pas, elle regardait cette femme riche, impeccable et ressentait quelque chose d'étrange, comme si elle était en présence de quelqu'un qui n'appartenait pas à son monde. « Quel âge ont-ils » demanda Isabelle. « 1 an », répondit Élodie d'une voix tremblante. Isabelle regarda autour d'elle, personne ne la regardait. Elle s'assit à côté d'elle, sortit un petit carnet de son sac et écrivit quelque chose. Puis elle regarda Élodie avec un mélange de compassion et de dureté. « Je vais te faire une proposition qui pourrait te sauver et leur assurer un avenir. » Élodie fronça les sourcils. « Je ne peux pas avoir d'enfant. J'ai tout essayé, j'essaie d'adopter depuis des années, mais le processus est lent. Je peux t'offrir quelque chose que tu n'auras jamais si tu travailles toute ta vie, une vie de luxe, des études, des voyages, une protection, il suffit de me les offrir. » Élodie sentit l'air s'échapper de ses poumons. « Je te les donne » demanda-t-il sans comprendre. « Tu veux les acheter ? » ?»« Je ne les achète pas, je les sauve. Je t'offre un toit, de l'argent, de la sécurité, et tu pourras prendre un nouveau départ. Ils ne souffriront pas, je te le promets. » Il y eut un long silence, on n'entendait que la pluie qui tombait sur le toit en tôle rouillée. Élodie regarda ses filles, elles dormaient, de petits anges, et elle était une mère brisée. Isabelle a laissé une carte sur les genoux d'Élodie. « Vous avez 3 jours. Réfléchissez bien. » Et il est parti. Élodie ne dormit pas cette nuit-là, ni la suivante, ni celle d'après. Elle faisait les 100 pas, les filles dans les bras, avec l'impression que son monde s'écroulait. Comment pouvait-elle abandonner ses filles? Mais comment pouvait-elle continuer à les regarder souffrir?
Le troisième jour, à l'aube, elle se tenait devant le miroir et se disait: s'ils veulent me haïr pour ça, qu'ils me haïssent, mais peut-être qu'un jour ils comprendront. Avec des larmes qui semblaient interminables, elle habilla ses petites filles de ce qu'elle avait de plus beau, 2 robes roses à dentelle usée. Elle les embrassa sans cesse, s'excusa encore et encore. Puis, le cœur brisé, elle prit la carte, composa le numéro et murmura: j'accepte. Partirais-tu si la douleur était insupportable? Pourrais-tu laisser derrière toi ce que tu aimes le plus pour qu'ils aient un avenir meilleur? Commande ci-dessous ce que tu aurais fait à la place d'Élodie. Ce qui suit est tout simplement choquant, car 20 ans plus tard, ces filles n'étaient plus des bébés, elles étaient des jeunes femmes, et un tournant inattendu dans leur vie allait faire réapparaître Élodie, et avec elle, la vérité qu'Isabelle n'a jamais voulu voir révélée. Mais pour comprendre ce qui s'est passé 20 ans plus tard, il faut connaître les secrets cachés derrière cette femme riche. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à Historia del Blanco dès maintenant, laissez un commentaire et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de croire au miracle. Ne partez pas, l'histoire ne fait que commencer. 2 bébés dans ses bras. Au dos, d'une écriture tremblante, était écrit: pardonne-moi, je t'aime de tout mon cœur, maman. Léa se figea, ce n'était pas Claire, c'était sa vraie mère. Elle courut montrer la photo à sa sœur, Chloé. Elles savaient toutes les deux que quelque chose clochait. Cette nuit-là, pour la première fois, elles commencèrent à se méfier de la femme qui les avait élevées. À partir de ce moment-là, plus rien ne fut comme avant. Claire, en découvrant la photo, fut folle de rage. Elle déchira la photo, hurla et leur interdit d'en parler. Elle les punit sévèrement, mais ce qu'elle ignorait, c'est que Léa avait réussi à cacher la moitié de la photo dans son carnet de croquis. Dès lors, chaque fois qu'elle regardait cette moitié déchirée, elle ressentait le besoin de retrouver la femme sur la photo. Elle sentait cette femme l'appeler dans ses rêves. Les années passèrent. Les filles devinrent adolescentes, elles rayonnaient de beauté aux cheveux blonds dorés, yeux bleus intenses, d'intelligence et de talent inné. Mais le vide dans leur cœur demeurait, et plus elles pensaient comprendre le monde, plus elles avaient besoin de réponses. Claire, en revanche, semblait plus autoritaire, plus froide. Elle avait peur, elle savait qu'un jour la vérité pourrait la rattraper. Alors, elle a déménagé les jumeaux dans une nouvelle ville, les a isolés de leurs amis, les a bloqués sur les réseaux sociaux et a évité tout lien avec le passé. Elle voulait qu'ils oublient, mais on n'efface pas l'âme de quelqu'un par le silence. À 17 ans, Léa avait déjà développé un soupçon inquiétant. Elle avait enquêté sur des documents cachés, des documents falsifiés et même des conversations clandestines entre l'assistante de Claire. Tout pointait vers un mot douloureux. Achetés, il les a achetés, d'accord, murmura Léa un soir, les larmes aux yeux. On n'est pas adopté, on est acheté. Chloé ne voulait pas y croire, mais au fond elle le savait aussi. Pendant ce temps, dans une ville rurale, Élodie menait une vie humble mais honnête. Elle travaillait dans un simple café, servant les clients avec un sourire effacé. Personne ne connaissait son passé, personne ne savait que chaque soir, avant de fermer la porte, elle allumait une bougie devant une vieille photo et priait pour ses filles. Chaque 15 avril, jour de l'anniversaire des jumeaux, Élodie préparait 2 petits cupcakes avec une bougie chacun. Elle les déposait sur la table et leur chantait doucement. Seule, toujours seule. Il y avait une chose qu'elle n'avait jamais perdue, l'espoir. Élodie croyait, au fond d'elle-même, qu'un jour, elle les reverrait. Et ce jour approchait, car à 20 ans, Léa et Chloé étaient déjà adultes et ne voulaient pas vivre sans connaître leurs origines. C'est alors qu'ils prirent une décision, rechercher leur mère biologique sans en parler à Claire. Ils ouvrirent une enquête privée et firent appel à une agence spécialisée dans la recherche des origines biologiques. Ils ne disposèrent que d'une demi-photo et d'un nom, Élodie. Ce qui s'est passé ensuite, c'est comme si l'univers avait décidé que la vérité devait éclater. Pensez-vous que l'argent puisse tout acheter, même l'amour d'une mère? Ou existe-t-il quelque chose de plus fort, de plus profond, qu'aucun contrat ne puisse briser? Commentez ci-dessous. L'amour d'une mère peut-il s'acheter ou se vendre? Votre avis compte.
partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle la valeur de la vérité. Si vous n'avez pas vu jusqu'ici, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Historia del Blanco, aimez-la et préparez-vous, car dans la prochaine partie, les jumelles rencontreront quelqu'un qui changera leur vie à jamais. Non, vous n'avez aucune idée de qui c'est. Léa et Chloé étaient déterminées. Malgré les obstacles, les menaces proférées par Claire, les portes qui se fermaient dans leur quête, elles savaient qu'il y avait quelque chose au-delà du luxe, des noms de famille, des soirées glamour et des universités privées. Elles voulaient des réponses, la vérité. La première étape a été de faire confiance à une personne extérieure, une jeune avocate nommée Nathalie, qui dirigeait une association d'aide aux jeunes adoptés et aux victimes d'usurpation d'identité. Lorsque Léa lui a raconté son histoire au téléphone, Nathalie est restée silencieuse quelques secondes, puis a dit quelque chose que Léa n'oublierait jamais. Si ce que vous me dites est vrai, alors ce n'était pas seulement illégal, c'était inhumain. Nathalie a accepté de les aider immédiatement, en leur demandant patience et discrétion, et en les prévenant, la vérité peut faire très mal, mais elle peut aussi libérer. Ils ont passé des semaines à fouiller de vieilles archives, des dossiers médicaux, des actes de naissance de l'hôpital San Pedro, des rapports de maternité et des relevés bancaires de l'époque. Finalement, une correspondance clé est apparue, une femme nommée Elodie Oliveira avait donné naissance à 2 filles à l'hôpital municipal il y a exactement 20 ans et les avait enregistrées seules. Mais le plus choquant fut la suite, un rapport médical indiquait qu'Elodie avait été hospitalisée pour une dépression nerveuse 2 jours après l'accouchement des filles, un cas qui n'avait pas été enquêté à l'époque. Ce fut l'indice qui changea tout. Forte de cette information, Léa et Chloé décidèrent de partir à sa recherche. Elles ne pouvaient plus attendre. Pendant ce temps, Elodie travaillait au petit café Sweet Beginning. C'était un matin comme les autres où l'odeur du pain frais se mêlait à la nostalgie des vieilles chansons diffusées par une radio ancienne. Elodie nettoyait les tables, servait le café et faisait semblant de sourire, elle avait appris toute sa vie à cacher ses larmes derrière une courtoisie bienveillante. Jusqu'à ce que, vers midi, la sonnette retentisse et que le monde s'arrête. 2 jeunes femmes entrèrent, grandes, minces, avec des cheveux blonds et des yeux d'un bleu si profond qu'ils semblaient le reflet du ciel dans l'eau. Elodie laissa tomber la tasse qu'elle tenait. Le bruit du verre brisé n'était rien comparé au rugissement de son cœur. Elle les regarda, ils la regardèrent, et à cet instant, sans même avoir besoin de mots, ils se reconnurent. C'est Léa qui parla la première, d'une voix tremblante. « Êtes-vous Elodie Oliveira ?» Elodie ne pouvait pas parler. Ses lèvres remuaient, mais aucun son n'en sortait. Des larmes commencèrent à couler sur son visage, elle porta ses mains à sa bouche, tremblante. Chloé s'approcha lentement et sortit de sa poche une petite feuille pliée, la moitié de la photo. Elodie la prit, la déplia et sortit l'autre moitié de son tablier. Les 2 morceaux s'emboîtaient parfaitement, comme si le temps et la douleur n'avaient jamais passé. Tous 3 pleuraient et se serraient dans les bras, là, au milieu du café. Malgré les clients, le bruit ou les années perdues, c'était comme si l'univers s'était arrêté pour honorer cet instant. Ils passèrent des heures à discuter à une petite table au fond. Elodie leur raconta tout, comment elle avait vécu, comment elle avait pleuré chaque nuit, comment elle les avait cherchés dans ses rêves. Elle leur montra les lettres qu'elle leur écrivait chaque année et qu'elle n'osait jamais envoyer. Elle avoua qu'elle avait vendu son âme le jour où elle les avait livrés, qu'elle n'avait jamais cessé de les aimer, que sa vie n'avait plus eu de sens depuis lors. « On ne te déteste pas, maman, dit Léa. On voulait juste te retrouver, savoir qui on est. » Chloé hocha la tête en prenant la main de sa mère biologique. « Pour la première fois depuis 20 ans, nous t'avons cherché parce que tu nous manquais. Nous ne voulions plus de mensonges. » Ce jour-là, la lumière revint sur le visage d'Elodie. Même si les années étaient irrécupérables, l'amour pouvait renaître. Même si l'enfance avait été volée, le présent offrait une nouvelle opportunité. Mais de l'autre côté, dans la luxueuse maison de Claire, quelque chose clochait. Claire savait déjà que les filles étaient sorties, son assistante l'avait prévenue. Cette nuit-là, elle trouva un dossier dans la chambre de Léa avec des documents, des photos, des indices, toute la piste qu'elles avaient suivie. C'est alors que Claire tomba complètement. Désespérée,
elle se mit à appeler frénétiquement avocat, juge et ancien contact. Elle savait que si la vérité éclatait, elle risquait de perdre tout ce qu'elle avait construit. Mais ce qui l'inquiétait le plus était autre chose, un secret qu'elle avait gardé pendant plus de 20 ans, un secret que personne n'imaginait. Dans le contrat de vente signé par Élodie figurait une clause cachée, écrite en minuscules lettres et enfouie parmi les formalités juridiques, les filles seraient enregistrées non seulement comme enfants adoptés, mais comme héritières directes de l'empire commercial de Claire. Certes, elles étaient les héritières légales d'une immense fortune, mais à une condition, elles ne retrouveraient jamais leur mère biologique. Sinon, elles perdraient tout. Et maintenant, que se passerait-il? Abandonneriez-vous une vie de luxe, d'argent et de privilèges pour l'amour d'une mère? Commentez ci-dessous, qu'est-ce qui a le plus de valeur pour vous, l'argent ou la vérité? Nous voulons connaître votre histoire. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous à White Stories dès maintenant, aimez-le et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de faire face à son passé, car la suite est encore plus puissante. Cette nuit-là, Élodie ne dormit pas. Tandis que ses filles se reposaient dans une petite pièce improvisée, Élodie était assise près de la fenêtre, les yeux rivés au ciel. Ses larmes ne coulaient plus avec la même douleur qu'avant, elles étaient différentes, mêlées de soulagement, de peur et d'espoir. 20 ans s'étaient écoulés sans qu'il puisse les appeler par leur nom, 20 ans à se dire qu'il avait bien fait, même si son cœur avait toujours su que ce n'était pas le cas. Et maintenant, elles étaient là, de chair et de sang, ses filles, la chose la plus sacrée que la vie lui ait jamais donnée, et qu'une vie capricieuse et cruelle lui avait ravie. Élodie serrait contre sa poitrine une petite couverture usée, celle dans laquelle elle avait enveloppé les filles avant de les remettre à Claire. Elle ne la lavait jamais, elle n'en avait jamais le pouvoir. Pendant ce temps, dans la luxueuse maison, Claire ne supportait pas le silence. Elle faisait les 100 pas, téléphone à la main, l'esprit bourdonnant de possibilités, de stratégies, d'excuses. Comment ont-ils pu la retrouver, se demandait-il sans cesse. J'ai tout détruit, j'ai brûlé les preuves, j'ai payé le silence de tous. En désespoir de cause, il a appelé son avocat de confiance, Maître Méné. J'ai besoin que tout disparaisse. Tout. Maintenant. J'ai besoin que la mère disparaisse, que les filles reviennent. Et si elles n'en veulent pas, j'ai besoin qu'on leur retire tout, tout. Claire. Madame, ce que vous venez de dire pourrait vous détruire, répondit l'avocat d'un ton grave. Si l'on découvre qu'il y a eu manipulation, falsification de documents et achat illégal de mineurs, vous ne perdrez pas seulement votre empire, vous pourriez aller en prison. Claire frappa du poing sur la table. Peu m'importe le prix. Ils sont à moi. Je les ai achetés, je leur ai donné une vie qu'une femme n'aurait jamais pu leur offrir. Le silence de l'autre côté était brutal. Léa s'est réveillée au milieu de la nuit et a trouvé sa mère biologique toujours assise près de la fenêtre. « Tu ne peux pas dormir ?» demanda-t-elle en se rapprochant doucement. Élodie secoua la tête. « Je ne veux pas fermer les yeux et que tout cela ne soit qu'un rêve. » Léa s'assit à côté de lui et posa sa tête sur son épaule. « Ce n'est pas un rêve, maman. Nous sommes là. » C'était la première fois que Léa l'appelait maman. Élodie fondit en larmes. Chloé, entendant leur voix, se joignit à leur étreinte. Toutes trois restèrent silencieuses, absorbées par un instant que la vie leur avait volé et qu'elles avaient maintenant miraculeusement retrouvé. Les jours suivants furent remplis de découvertes, de rires, de promenades simples et de conversations profondes. Élodie leur montra les lettres, les photos sauvegardées et les prénoms qu'elle aurait pensé leur donner si elle les avait élevés, Clara et Luna. Je les ai toujours imaginés comme brillants dans le noir, leur dit Léa. Et Chloé et elle ont commencé à reconstituer leur histoire à partir des morceaux brisés. C'était douloureux, mais aussi libérateur. Cependant, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas ignorer le passé, l'héritage, les faux documents, la menace judiciaire. Claire n'abandonnerait pas facilement, et ils avaient raison. Un après-midi, alors qu'ils revenaient tous les trois d'un petit parc de quartier, ils trouvèrent sur le pas de leur porte une enveloppe sans adresse, une ordonnance du tribunal. Claire les poursuivait en justice. Les accusations étaient claires, violation d'un accord de tutelle,
violation d'une ordonnance de non-publication et diffamation envers la famille Gomez-Cortés. Élodie tomba à genoux. Chloé la serra dans ses bras, furieuse. Comment peut-il avoir autant de pouvoir? Comment peut-il faire ça? Léa prit une profonde inspiration. Parce qu'il a peur que la vérité éclate. Nathalie, l'avocate, a été claire à la lecture des documents. Il nous défie. Il sait que si l'affaire est portée devant les tribunaux, tous les secrets seront révélés. Mais il sait aussi qu'il a de l'argent, de l'influence et des alliés. Ce ne sera pas facile. Chloé serra les poings. Alors battons-nous. Si c'est ce qu'il veut, il l'obtiendra. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'il n'était pas seul. Le lendemain de la notification, un homme apparut au café d'Élodie, un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris, en costume sombre et au regard fixe. Élodie Oliveira? Oui, je peux vous aider. Je m'appelle Henri Mercier, j'ai été le comptable de Madame Claire pendant 27 ans et je suis resté trop longtemps silencieux. Élodie, dit-il, visiblement ému, j'ai des documents, des enregistrements, des contrats et des relevés de transfert. J'ai vu comment elle a manipulé l'hôpital, comment elle a payé les fonctionnaires, comment elle a effacé ton nom de l'histoire. Le cœur d'Élodie s'est arrêté. Pourquoi viens-tu maintenant, demanda-t-il, sans comprendre. Fernando prit une profonde inspiration. Parce que ma petite fille a été adoptée illégalement il y a des années, et je n'ai rien fait. Je le regrette chaque jour. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux peut-être aider maintenant. Cette nuit-là, Léa et Chloé examinent, stupéfaites, l'épais dossier que Fernando leur remet, des preuves qui pourraient faire tomber Claire. Si nous mettons tout cela au grand jour, a déclaré Léa, toute la vérité éclatera. Pas seulement la nôtre, mais celle d'autres mères et de leurs enfants. Alors il faut le faire, dit Chloé. Pour nous, pour Élodie, pour tout le monde. Élodie les serra fort dans ses bras. Merci de ne pas avoir lâché ma main alors que j'avais déjà abandonné. La nouvelle des retrouvailles d'Élodie avec ses filles s'est rapidement répandue dans la petite ville. Bien qu'elle ait essayé de garder le secret, quelqu'un a pris une photo de l'étreinte au café et l'a publiée sur un réseau social local. Le visage d'Élodie, un mélange de larmes et de sourires, est devenu viral. Luc, ancien chauffeur et employé de confiance de Claire, vit cette image et sentit sa conscience se briser. Il se souvint avec culpabilité de cette nuit où, sur ordre de Claire, il avait personnellement amené les 2 bébés à son manoir. Elle n'avait pas parlé à ce moment-là, le poids de son silence était déjà insupportable. Luc alla trouver Élodie. J'étais là quand ils te les ont pris, avoua-t-il d'une voix tremblante. Je les ai portés de mes propres mains. Au manoir de Claire, le chaos s'installa. Ses avocats lui conseillèrent de garder le silence, mais les médias s'interrogèrent. Pire encore, Léa et Chloé publièrent une vidéo racontant toute l'histoire d'une voix brisée. Je m'appelle Léa Oliveira, voici ma sœur Chloé. Nous avons été vendus alors que nous n'avions qu'1 an. Aujourd'hui, nous avons retrouvé notre mère, et quoi qu'il arrive, nous ne serons plus jamais séparés. La vidéo est devenue virale en quelques heures. Des milliers de personnes ont proposé une aide juridique, d'autres ont réclamé justice. Dans un geste désespéré, Claire convoqua une conférence de presse, impeccable dans son élégance habituelle, mais avec un regard terne. Je suis la mère de Léa et Chloé depuis 20 ans. Je leur ai tout donné et je respecte leurs décisions, mais ce qu'elles disent n'est pas toute la vérité. Cette femme où elle regarda Élodie ou nous les a donnés de son plein gré. Un journaliste a demandé. Avez-vous reçu de l'argent en retour? Claire hésita. Non, ce n'était pas exactement comme ça. Ce moment a suffi, les réseaux sociaux ont explosé. Des titres comme « Une mère riche a acheté des bébés » et « Un millionnaire accusé de trafic de mineurs » ont fait la une des journaux. Luc, en voyant la conférence de presse, savait qu'il était temps de parler, il s'est présenté devant les autorités et a remis des copies de documents, des enregistrements vocaux et, surtout, un journal personnel dans lequel il a consigné chaque détail de cette nuit, ainsi qu'une photo des jumeaux avant de les remettre. Le témoignage a tout changé.
Élodie a été convoquée. Nerveuse, tremblante en entrant dans la salle d'audience, elle n'était pas seule, Léa lui tenait la main et Chloé l'autre. De l'autre côté, Claire est arrivée entourée d'avocats, essayant de paraître forte, mais tremblante intérieurement. Lors de l'audience, Élodie a déclaré honnêtement. J'étais jeune, pauvre et désespérée. Leur père nous a abandonnés, nous n'avions pas assez à manger pour mes filles. Une femme riche est apparue, promettant de m'aider. Je lui ai fait confiance et j'ai signé des papiers que je ne comprenais pas. Je ne les ai pas trahis, on m'a vendu l'espoir qu'il serait mieux sans moi. Les filles ont pleuré devant le juge. Après avoir entendu l'affaire, le procureur a déclaré qu'il y avait suffisamment de preuves pour inculper Claire de mensonges idéologiques, d'adoption irrégulière et de coercition. Alors qu'il quittait le palais de justice, Élodie s'approcha de Claire et la regarda avec fermeté et compassion. « Je sais que tu me détestes, mais je ne te déteste pas. Je ne sais pas si tu es devenue mère par amour ou par ego, mais je te remercie de veiller à ce que mes filles soient en vie, instruites et en bonne santé. Ce que tu as fait était mal, mais je ne vais plus vivre dans la haine. » Claire ne répondit pas, mais pour la première fois, elle baissa la tête et pleura. Elle ouvrit son sac à main et en sortit une petite clé avec un mot. « Cela t'appartient depuis 20 ans. » C'était la clé d'une petite maison en périphérie, achetée avec l'argent qu'elle avait elle-même donné à Élodie et que Luc avait caché pour se faire pardonner. Élodie conduisit ses filles. En ouvrant la porte, elles découvrirent un album photo, des images de Léa et Chloé, soigneusement conservées depuis leur plus tendre enfance. Peut-être par Luc, peut-être par Claire, mais quelqu'un avait préservé ses souvenirs. À travers ses larmes, Élodie serra ses filles dans ses bras. « Je ne sais pas ce qui va arriver, mais si tu es avec moi, je peux affronter n'importe quoi. » La paix qu'ils commençaient à reconstruire fut ébranlée par une autre nouvelle inattendue. Un matin, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner au chalet de Luc, la sonnette retentit. Lorsqu'ils ouvrirent, ils découvrirent un homme grand, à la peau foncée et aux yeux clairs, affichant une expression d'anxiété et de regret. « C'est moi, dit-elle d'une voix tremblante. Julien. » Élodie sentit le monde s'arrêter. Julien, le père qui l'avait abandonné au moment où elle avait le plus besoin de lui, celui qui avait disparu au moment où elle implorait son aide. « Que fais-tu ici » demanda-t-il, le cœur serré. Léa et Chloé regardaient, perplexes. Élodie tremblait. C'est son père. Julien fut invité à entrer. L'atmosphère était tendue. Finalement, il prit la parole. « Je sais que je ne mérite pas d'être ici, mais j'ai vu leur visage sur la vidéo. Je les ai immédiatement reconnus. J'ai su que c'étaient mes filles. » Élodie se souvenait de chaque nuit de faim, de chaque porte fermée. Le voir maintenant, vêtu de vêtements coûteux et d'une montre de luxe, ouvrait une plaie mal cicatrisée. « Où étais-tu quand nous avions besoin de nous » demanda-t-il fermement. « J'étais un lâche » répondit Julien. « J'avais peur, je n'avais rien, et je me suis enfui. Puis je me suis reconstruit et j'ai gagné de l'argent, mais j'avais tellement honte que je n'ai jamais osé les chercher. » Léa et Chloé écoutaient en silence. Julien montrait des photos, des lettres qu'il n'avait jamais envoyées et même une paire de chaussures roses qu'il avait conservées de leur enfance. « Je ne suis pas venu ici pour me plaindre » a-t-il poursuivi. « Je veux juste m'excuser. Je n'attends pas de toi que tu m'acceptes, je veux juste que tu saches que je t'aime, même si c'est trop tard. » Ces mots émus Chloé, mais Léa se montra prudente. « Et si vous étiez là juste parce que nous sommes dans l'actualité ? Pour la célébrité ?» Julien prit une grande inspiration. « Je n'ai pas besoin de gloire. J'ai ma vie faite. Je veux juste clore un cycle et, si possible, en commencer un nouveau avec toi. » Quelques jours plus tard, Julien tenta de se rapprocher de la famille. Il invita Élodie et les filles à un dîner sans chichi pour partager des anecdotes. Léa était encore méfiante, mais Chloé y vit une opportunité émotionnelle, elle voulait rencontrer l'homme qui lui avait donné la vie. Élodie, craignant que Julien ne les brise à nouveau, garda ses distances. Mais Julien révéla quelque chose d'inattendu. « Quand j'ai appris que tu étais enceinte,
j'ai fait des recherches sur toi, et je lui ai parlé, dit-il en désignant Claire. Je lui ai expliqué ta situation, lui faisant confiance. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle abuserait de toi. Le monde sembla s'arrêter à nouveau. Élodie sortit en courant, les filles et Julien restèrent immobiles. Élodie s'est rendue à la police et a présenté ses nouvelles informations. Julien a témoigné volontairement, son témoignage a rouvert le dossier, révélant l'intention manipulatrice préexistante de Claire. Le parquet pourrait désormais l'inculper de trafic d'enfants et d'adoption frauduleuse. Les médias ont titré. Le sombre secret du millionnaire, de nouvelles preuves révèlent un trafic d'enfants. Dans une interview télévisée, Léa a déclaré avec force. Nous ne cherchons pas à nous venger, mais nous ne cherchons pas non plus à garder le silence. Beaucoup d'enfants vivent la même chose que nous. Ce cas est un exemple de « trop, c'est trop ». Élodie la regardait fièrement, cette fille sans défense était désormais une femme courageuse. Julien, dans un geste de rédemption, a fait don d'une partie de sa fortune pour créer le Fondation des Sœurs de Lumière, dédié à aider les mères en situation extrême et les enfants abandonnés par la lutte pour le pouvoir et l'argent. L'histoire d'Élodie, Léa et Chloé a ému la nation, nous rappelant que la vérité, même cachée pendant des années, trouve toujours son chemin, et que le pardon et la justice peuvent naître de la plus dévastatrice des trahisons. Plus jamais, elles n'auront à abandonner leurs enfants par désespoir. Élodie fut nommée présidente d'honneur, Chloé et Léa, ambassadrices. Claire risquait fort d'être arrêtée, mais l'histoire n'est pas terminée. Dans la partie suivante, une lettre apparaît dans l'ancienne maison d'Élodie ou une lettre écrite par quelqu'un que nous n'aurions jamais imaginé et son contenu pourrait changer à jamais le destin de toutes les personnes impliquées. Préparez-vous, le plus choquant reste à venir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez dans les commentaires, je m'engage pour la vérité et pour toujours être une meilleure personne, ou dites-nous depuis quelle ville vous nous regardez. Votre présence ici est très importante pour nous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Historia del Blanco, d'aimer cette vidéo, de la commenter et de la partager avec vos proches. Ensemble, nous continuerons à partager ces histoires touchantes. Le silence dans la salle était de mort. Tous les regards étaient rivés sur Élodie, qui respirait bruyamment en regardant ses filles debout devant elle. Cela faisait 20 ans qu'elle ne les avait pas tenues dans ses bras, et maintenant elles étaient belles et fortes, avec un regard qui en disait long sur ce que les mots ne pourraient jamais exprimer. « Je ne sais pas si tu me détestes, » dit Élodie d'une voix brisée. « Et si c'est le cas, je comprends. Mais je n'ai jamais cessé de penser à toi un seul jour. » Les jumelles se regardèrent. Lara, la plus impulsive, avait les larmes aux yeux, Laura, plus sereine mais tout aussi émue, fit un pas en avant. « Nous non plus, nous ne connaissions pas la vérité, » dit-elle d'une voix douce mais ferme. Nous avons grandi en croyant que tu étais mort, que nous n'avions pas de mère. Madame Regina nous a offert une vie confortable, certes, mais nous avons toujours eu le sentiment qu'il manquait quelque chose de réel, de vrai. Élodie porta ses mains à son visage, pleurant de plus belle. Julien, dans un coin, observait la scène en silence, la gorge nouée. C'est alors que Laura sortit une petite boîte de sa poche, l'ouvrit et révéla un bracelet usé, gravé des lettres, Lara et Laura et, maman, 1 an. C'était dans une vieille boîte de Regina. Nous l'avons retrouvée à sa mort, et c'est comme ça que tout a commencé, nous nous sommes mis à ta recherche. Élodie s'approcha, tremblante, touchant le bracelet de ses doigts hésitants. C'était réel, ses filles la recherchaient, elles ne la détestaient pas. Je n'arrive pas à croire que tu sois là, murmura-t-elle. Mon Dieu, merci. Julien, incapable de supporter le poids de ses émotions, s'avança. Élodie, j'ai échoué. J'ai été égoïste, lâche, continua-t-elle, émue. J'ai abandonné la femme que j'aimais et nos filles. Je veux te demander pardon. Lara l'interrompit. Tu savais tout ça et tu n'as rien fait? Oui, c'est vrai, répondit Julien en baissant la tête. Je me suis laissé emporter par la peur, par le qu'en dira-t-on, par ma famille. Mais j'en ai payé le prix, j'ai perdu 20 ans de leur vie, et il ne se passe pas un jour sans que je le regrette.
Laura et Lara se regardèrent à nouveau, le moment était trop intense, des émotions contenues depuis 2 décennies explosant d'un coup. Élodie, toujours en larmes, prit ses filles par la main. Je ne veux pas te forcer à faire quoi que ce soit. Je veux juste que tu saches que je t'aime, que je t'ai toujours aimé, et que si j'ai la moindre chance, j'aimerais faire partie de ta vie. Lara, en larmes, serra fort sa mère dans ses bras. Bien sûr. On te veut aussi. Laura s'est jointe à l'étreintée, pour la première fois depuis 20 ans, mère et fille se sont retrouvées, non pas dans le luxe ou un manoir, mais dans la véritable chaleur de l'amour. Julien, voyant cette scène, tomba à genoux. Je ne mérite pas le pardon, mais si tu me le permets, je veux aussi recommencer. Élodie le regarda pendant quelques secondes qui semblèrent une éternité puis hocha la tête. Vous devrez prouver par des actes, et non par des paroles, que vous êtes pour nous. Un nouveau chapitre commença alors à s'écrire. Dans les semaines qui suivirent, la nouvelle de ces retrouvailles familiales inattendues se répandit dans tout le village. Certains la critiquèrent, mais la plupart furent touchés par la capacité de l'amour à reconstruire ce que le passé avait détruit. Élodie a commencé à travailler auprès de jeunes mères en situation de vulnérabilité, partageant son histoire et aidant d'autres femmes à éviter la même erreur. Julien, quant à lui, a vendu une partie de sa propriété et créé une fondation en l'honneur de ses filles, dédiée à l'éducation gratuite des jeunes filles abandonnées. Laura et Lara décidèrent de ne pas retourner au mur froid de l'héritage de Regina. Elles choisirent quelque chose de plus modeste, mais de bien plus précieux, la proximité de leur mère. Nous voulons connaître ton histoire, maman, dit Laura un après-midi, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as ressenti. Nous voulons tout savoir. Et pourquoi n'écririons-nous pas un livre ensemble? Suggéra Lara. Ça pourrait aider d'autres personnes. Élodie sourit, les yeux brillants de fierté. Bien sûr. Disons tout, car la vérité, la vraie vérité nous libère. Et à ce moment-là, au milieu du jardin où les fleurs commençaient à fleurir, les trois s'embrassèrent sous le chaud soleil d'un nouveau départ. 20 ans, 2 décennies de silence, de distance et de questions sans réponse, et maintenant, tout semblait enfin retrouver sa place. Mais le destin réservait encore une dernière surprise. Une révélation capable de changer à jamais le regard d'Élodie, de Julien et des jumeaux sur tout ce qu'ils avaient vécu. C'était un dimanche matin calme lorsqu'Élodie, en rangeant de vieux livres que Lara et Laura avaient rapportés de chez Regina, trouva une enveloppe jaunie cachée entre les pages d'une encyclopédie. Le papier, usé par le temps, portait l'écriture suivante, fine et tremblante. Para Élodie Suarez. De l'expéditeur, presque effacé, on pouvait lire « Regina Valverde ». Élodie se figea, ses doigts tremblaient en ouvrant l'enveloppe. Quelque chose en elle pressentait déjà que ce qu'elle allait lire allait changer son histoire. Si tu lis ceci, cela signifie que je ne suis plus de ce monde. Je ne mérite peut-être pas ton pardon, mais il y a quelque chose que tu dois savoir, quelque chose que j'ai gardé secret toutes ces années. En lisant, des larmes coulèrent sur ses joues. La lettre révélait que Regina, avant de mourir, avait pris conscience des dégâts qu'elle avait causés. Elle avait acheté les filles non seulement par caprice, mais aussi par chagrin, elle avait déjà perdu une fille, dans un accident, une blonde aux yeux bleus. Dès lors, son obsession de la remplacer devint son ombre. Quand j'ai vu vos filles dans cet orphelinat, j'ai su qu'elles n'étaient pas orphelines. Vos yeux, vos larmes, votre désespoir, tout était là. Mais je les ai quand même prises. J'ai essayé de me convaincre que c'était pour leur offrir une vie meilleure, mais en réalité, c'était pour combler un vide que je ne pourrais jamais guérir. Je suis désolé, Élodie. Je suis vraiment désolé. Élodie ferma les yeux, serrant la lettre contre sa poitrine. À ce moment-là, Julien entra dans la pièce et la vit s'effondrer. Qu'est-ce qui ne va pas, Élodie, demanda-t-il. Elle lui tendit la lettre sans un mot. Julien la lut en silence, son expression changeant à chaque paragraphe. Lorsqu'il eut terminé, il dit simplement. Cela explique tellement de choses. Et c'est ainsi que ce vieux papier contenait la dernière pièce du puzzle. Élodie comprit que sa douleur n'avait pas été ignorée,
que même la femme qui l'avait le plus blessé avait aussi souffert en silence. Cela ne l'excusait pas, mais d'une certaine manière, cela humanisait l'horreur. Quelques jours plus tard, Elodie, Lara et Laura se rendirent sur la tombe de Regina. Le cimetière était calme et le vent soufflait doucement dans les arbres. Elodie déposa une fleur blanche sur la pierre tombale. « Je ne te déteste pas, Regina, j'espère juste que tu as trouvé la paix. » Les jumeaux se tenaient la main. Il y avait beaucoup à guérir, mais aussi beaucoup de raisons d'être reconnaissants. Le temps a passé et la vie a commencé à prendre une autre couleur. Elodie a publié un livre intitulé « Vendu mais jamais perdu », qui racontait son histoire avec courage et cruauté. Ce livre est devenu un symbole d'espoir pour les mères séparées de leurs enfants et, en même temps, un avertissement à une société qui juge souvent sans savoir. Julien, pour sa part, a consacré sa vie à la fondation. Il s'est engagé en faveur des mères célibataires, luttant contre les stigmates qu'il avait lui-même nourris des années auparavant. Il ne cherchait pas la rédemption, mais plutôt à faire le bien. Les jumelles Lara et Laura ont décidé de suivre les traces de leur mère. Elles ont suivi une formation de psychologue spécialisée dans les traumatismes familiaux et ont consacré leur vie à aider les autres à se reconstruire, comme elles l'avaient fait. Dans une interview télévisée, Lara a dit quelque chose qui est resté gravé dans le cœur de milliers de personnes. « Nous n'avons pas été élevés par notre mère, mais elle a toujours été avec nous d'une manière ou d'une autre. Le véritable amour ne s'efface pas, il se transforme, se cache, mais ne disparaît jamais. » Aujourd'hui, Elodie vit entourée d'amour, elle n'a pas de manoir, de bijoux ou de luxe, mais elle possède la chose la plus précieuse que l'on puisse avoir, une famille reconstruite, une histoire racontée et un cœur en paix. Sur la dernière page de son livre, il a écrit une phrase qui résume tout. « J'ai perdu 20 ans, mais j'ai gagné l'éternité, car lorsque l'amour est vrai, ni le temps, ni la douleur, ni le pouvoir ne peuvent le détruire. » Et vous, qui êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes-vous déjà demandé combien vaut une seconde chance? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez dans les commentaires, je m'engage pour la vérité et pour toujours être une meilleure personne, ou dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Votre présence ici compte beaucoup pour nous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Historia del Blanco, de laisser un j'aime, de commenter et de partager cette histoire avec vos proches. Ensemble, continuons à montrer qu'un geste d'amour peut transformer des destins et construire des avenirs inoubliables.